Bonjour chers auditeurs, c'est bien la RTNC chaîne nationale émettant de Kinshasa. Nous sommes avec le professeur Nico Omeyonga, analyste, professeur des universités, économiste et financier. Avec lui, nous allons parler du 20 décembre 2023, les élections en RDC. Nous sommes sur la ligne droite. Que faire, comment voter, quelles sont les stratégies, à quoi s'en tenir. Bonjour professeur Omeyonga. Bonjour monsieur les journalistes. Le 20 décembre 2023, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il vente, les Congolais vont aller voter leur président de la République, leurs députés nationaux et provinciaux, et ici à Kinshasa, leurs députés au niveau de la commune. Alors, en fait, pour nous, les élections, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Merci pour la parole. À quoi ça sert? Les élections servent à sélectionner les meilleurs d'entre nous pour présider à la destinée collective. Nous sommes en démocratie, et en démocratie, c'est une démocratie représentative. C'est qu'à tous les niveaux de responsabilité de l'État, nous devons avoir des gens qui soient l'émanation du peuple congolais. Et la bonne manière que nous avons tous résolu quand nous sommes retrouvés en Afrique du Sud, rappelez-vous, ce pays depuis 60 souffre d'une crise de légitimité jusqu'à ce jour. Alors c'est ainsi que nous sommes retrouvés en 2002 en Afrique du Sud et nous avons tous résolu pour que ceux qui doivent être à la tête du pays, qui doivent être dans les assemblées délibérantes, tous ceux-là doivent être l'émanation du peuple congolais. Et la bonne manière qu'ils soient là, ils doivent être sélectionnés par les souverains primaires qui est le peuple congolais. Et les élections constituent pour nous un mode les moins mauvais pour sélectionner les dirigeants. Alors, on dit le mot le moins mauvais, ça signifie qu'il faut un organisateur, un planificateur, c'est la CENI. Mais la CENI, malgré tout ce qu'on tire à gauche et à droite, la CENI nous dit le 20 décembre, il y a bel et bien élection. Il y a bel et bien élection, mais moi-même, je suis démocrate, très démocrate. Mais pour la prétention de la CENI, c'est vrai, il y aura élection. Comme on en a eu, et maintenant c'est le 3e cycle électoral. Mais tous les 3 cycles précédents se sont révélés vraiment du gâchis et du chaos. Mais les élections, on peut y en avoir, et il y en aura. Mais de quel type d'élection? Est-ce qu'avons-nous besoin des élections chaotiques ou des élections libres, transparentes et démocratiques? C'est là, je pense que j'en doute que ce soit le cas en 2000. Le 20 décembre 2023. Donc pour vous, on ira voter, mais quant à la qualité de l'organisation, elle n'est pas encore dans la transparence attendue. Non, la qualité est au rabais, parce que les élections, c'est la planification, c'est le chronogramme. Mais les élections, c'est aussi faire participer tous les parties prenantes. Mais jusqu'ici, la manière dont s'est comportée la CENI, et principalement son président, n'est pas de nature à nous rassurer qu'il y aurait de bonnes élections. C'est ça tous les problèmes, parce que depuis l'enrôlement, depuis tout ce qu'il fait, il y a eu même tentative d'un cadre de concertation avec les candidats depuis président de la République, mais je note que monsieur qu'on a présenté comme expert électoral, moi j'ai comme l'impression qu'il est plus observateur électoral qu'un expert électoral. Oui, mais les candidats présidents se sont retrouvés, chacun a donné son point de vue. Est-ce qu'il y avait encore vraiment à refaire avec les temps qui couraient, avec les calendriers qu'il faut respecter? Il faut respecter les calendriers, je veux bien. Mais est-ce qu'on respecte les calendriers pour donner quoi? Parce que ce dont nous avons besoin, c'est de bonnes élections. Mais s'il faut seulement respecter les élections pour faire des élections chaotiques, moi je n'en veux pas. Et aucun peuple et aucun Congolais n'est souscrit à cette démarche. C'est pourquoi déjà nous, à son temps, on avait interpellé M. Kadima pour qu'il comprenne les cris de détresse des Congolais profonds. Aujourd'hui, personne ne croit plus à ce qu'il est en train de faire. Mais est-ce que des élections mal organisées peuvent aboutir à de bons résultats? J'en doute. Alors, professeur Omeyonga, ce tour électoral, ce cycle électoral est caractérisé par plus de 50 000 candidats. On peut dire 60 000 quand on tient compte de l'ensemble du cycle. En fait, pourquoi ce grand engouement? Il n'y a même pas d'engouement. Les gens sont à la recherche du travail. Ce pays est caractérisé par un taux de chômage qui dépasse 70%. Or, dans ce pays aussi, pour gagner bien sa vie, il faut faire la politique. C'est dommage. Depuis la Grèce antique,
et mémoire de l'Égypte antique, la politique a toujours été de l'apostolat, c'est un service. Mais ici, on a fait de la politique une profession. Alors, tous ceux-là qui n'ont pas de job, tous ceux-là qui n'ont pas d'argent, ils croient qu'il faut venir en politique pour se faire de l'argent. Donc, cet engouement est dicté par la recherche effrénée de trouver de l'emploi. Et l'industrie qui crée beaucoup d'emplois, c'est la politique, malheureusement. Malheureusement, et c'est pourquoi cet engouement, ce n'est pas parce qu'ils veulent faire triompher un idéal comme ça a toujours été la politique, mais ici, les gens accourent pour trouver de l'emploi. Et ça, c'est vraiment un signe, un mauvais signe pour notre jeune démocratie. Oui, on court pour l'emploi. On sait qu'il y a 500 postes pour les députés nationaux, 750 pour les députés provinciaux. Est-ce qu'il faut être 50 000? Donc, pour 50 postes, pour plus de 1200 postes. En fait, ces nombres-là exagérés, est-ce que c'est la loi qui l'a permis ou c'est comme vous dites, le besoin de chacun de se retrouver? Parce que si je vais là-bas, je vais avoir une Jeep, je vais facilement m'acheter une maison et puis bien manger du matin, midi, soir. Non, la loi ne l'a pas permis. Parce que la politique, ce n'est pas seulement la loi. La politique, c'est aussi l'éthique. Est-ce que tout celui qui vient en politique, est-ce qu'il intègre la dimension morale? Ça ne me donne pas l'impression. Parce que s'il faut tenir compte de la loi a essayé un peu de mettre des critères pour rationaliser le processus électoral, pour rationaliser les nombres, pour réduire, sensibiliser, parce qu'il y a des seuils, des servités, des seuils de représentativité. Donc, c'était une façon de réduire. Mais là où la loi a péché, c'est le système électoral. Avec la représentation proportionnelle, ça favorise la présence même des petits partis. Alors, si nous voulons vraiment rationaliser la politique et même la représentation, il faut peut-être faire le système électoral qui intègre la majorité à 2 tours. Ainsi, il y aura tendance à l'élimination, au regroupement, et on aura moins de candidats que nous l'avons aujourd'hui. Mais avec la représentation proportionnelle, avec les plus forts restes, on aura toujours un grand nombre de candidats, mais ajouter à cela, les gens qui viennent en politique, ils ne viennent pas servir, ils viennent se servir. Oui, mais professeur, avec tout ça, nous sommes maintenant arrivés à près de 60 regroupements au lieu de 900 partis. Est-ce qu'il faut formaliser ces regroupements pour que ça devienne comme des tuyaux qui conduisent à la politique? Parce que, comme vous avez dit, avec les seuils de représentativité, les seuils d'éligibilité, il n'y a pas eu vraiment de partis qui sont présentés en parti. Ce sont des regroupements, mais ces regroupements peuvent être restructurés. Non, comment les restructurer? Parce que la politique se fait autour des valeurs partagées, autour de l'idéologie. Mais ces regroupements-là, ce sont des regroupements contre nature. Vous voyez des gens qui se disent de gauche et ceux de droite, ils se mettent ensemble rien que pour gagner. Pour gagner. Alors que, en principe, les élections, les regroupements politiques devraient se faire sur base idéologiques, sur base de valeurs partagées. Malheureusement, les regroupements qui s'opèrent pour des raisons électoralistes, ne sont pas fondés sur base idéologique. Ce sont des regroupements opportunistes, des regroupements qui les gens s'assemblent, pas parce qu'ils partagent les mêmes valeurs ou la même idéologie, mais c'est parce qu'ils s'assemblent pour gagner. Et gagner de n'importe quelle manière, malheureusement. Oui, alors professeur Omeyonga, quand nous regardons la proportion de 500 divisé par 24 000, la chance est de 0,0021%. Est-ce que tous ces gens-là savent que 99,9% d'entre eux ne vont pas gagner? Ils le savent, mais comme nous sommes une société profondément religieuse, les gens croient toujours aux miracles. Les miracles, on voit que même si les taux, la probabilité d'être élu est très faible, mais on se dit que non, peut-être ça sera moi. Et ça sera moi, et les gens s'engagent sans conviction, sans quoi, chance est le copamba. Donc les gens croient toujours au miracle, croient toujours à la bonne chance. Et alors c'est comme ça que tout le monde accourt pour que si jamais la chance lui sourit, il va se retrouver. Et surtout, la paix,
tout est parti aussi avec les 21 000 dollars. Quand quelqu'un se dit, quelqu'un qui gagne moins de 100 dollars, et qui sait que s'il est élu, il aura 21 000 dollars, il aura des palissades. Donc, plus personne. Il y aura même ceux-là qui vont vendre, qui vont aliéner leur maison, ils vont vendre leur maison, leur véhicule pour battre campagne. Avec l'espoir qu'une fois là-bas, il va récupérer. Yeah. Alors, donc, ça signifie, les gens doivent être conscients que parmi les enjeux de cette élection, c'est d'abord l'échec plutôt que la réussite. En termes de pourcentage personnel. Les gens qui vont là, il faut que tout le monde sache que la chance de réussir est de 0,01% pour chacun. Oui, c'est quand les critères étaient objectifs. Mais malheureusement, dans notre pays, ceux qui se retrouvent au Parlement, pour la plupart des cas, ce sont des gens qui sont nommés. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent, pas parce qu'ils sont députés, parce qu'ils ont été élus par les peuples, mais c'est parce qu'il n'y a pas de combines. Il y a trop de combinards dans la classe politique et que les gens savent déjà que s'il a un peu plus de moyens, c'est au plus offrant. Celui qui a plus de moyens a la chance d'être proclamé. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'il a été élu, mais c'est parce qu'il a donné plus que les autres. Et on va les sélectionner parmi les députés qui seront élus. Mais si on était vraiment dans un jeu loyal, démocratique et libre, je crois qu'il n'y aurait pas cet engouement. Mais comme les gens savent que ceux qui se retrouvent au Parlement, ils sont mieux que tous les autres. On ne les recrute pas sur base électorale, mais c'est sur base de combines politiques, sur base de clientélisme politique, sur base aussi de la force de l'argent. Alors, c'est tous ceux qui ont un peu plus de moyens que les autres. Ils vont là et ils vont donner l'argent pour se faire nommer. Oui, professeur Omeyonga, plus de 50 000, 60 000 candidats pour des élections représentatives, généralement à un tour à poste réduit. En fait, vous avez dit que c'est aussi un problème de chômage. En fait, jusque-là, nous n'avons pas encore réussi à faire de notre pays, où nous n'avons pas encore lancé le Congo sur la voie de développement pour que chacun, agriculteur, peintre, éleveur, là où il se trouve, qui puisse se dire je suis capable de vivre de ce que je fais. C'est ça les drames. Parce que ailleurs, qui sont riches, qui sont millionnaires, ce sont des entrepreneurs, des capitaines d'industrie. Mais ici, qui sont riches, entre guillemets, ce sont des politiques. Tous ceux qui se disent millionnaires dans ce pays, si vous regardez de très près, ce sont des anciens mandataires ou des mandataires actuels. Et comment ils deviennent riches? Ce n'est pas parce qu'ils ont fait les affaires, c'est parce qu'ils ponctionnent ce qui appartient à tout l'État. C'est la prédation à grande échelle qui participe à l'enrichissement sans cause des politiques congolais. Et les gens, ils ne viennent pas par conviction. C'est ainsi que quelqu'un peut être le matin, il se dit ceci, et à midi, autre chose, et il change au gré des vents. C'est-à-dire quelqu'un qui a été hier dans le régime passé, qui était un grand défenseur, mais quand le régime change, vous verrez même, nous allons aux élections. Si c'est un autre candidat parmi les 26, si les alliances vont se faire et se défaire. Directement, s'il y a alternance politique, vous verrez tous ceux-là qui se disent aujourd'hui, ils vont changer. Demain, ils seront fayolistes, ils seront catholistes, selon celui qui sera élu. Donc, c'est ça le problème. C'est qu'il faut qu'on en arrive à un réarmement moral. Il faut rationaliser la vie politique en intégrant des valeurs éthiques, des valeurs chrétiennes, pour que les jeux soient transparents et loyaux. Auquel cas, nous allons toujours continuer à avoir des gens qui font le nomadisme politique, qui peuvent être dans un camp et dans l'autre. Sans gêne, ils mettent à tous les râteliers et ils prétendent faire la politique et représenter les aspirations du peuple. En réalité, les gens ne représentent pas le peuple, ils se représentent eux-mêmes, tout au plus, ils représentent les intérêts de sa famille politique ou de sa famille biologique. C'est ça le drame qui caractérise le microcosme politique congolais. Oui, professeur Omeyonga, vous êtes analyste, vous êtes professeur d'économie, vous êtes un financier. Bon, jusque-là, il n'y a pas un bon critérium. Ça suffit. Tous ces gens qui se sont présentés, ils sont venus, comme vous avez dit, pour les besoins de positionnement, pour leur chômage, mais fondamentalement, ils ne répondent pas à un critère. À un critère d'être élu. D'être élu, parce qu'ailleurs,
à risque de me répéter, j'ai toujours dit que depuis la Grèce antique, voire l'Égypte antique, ce sont les meilleurs. La politique est une affaire des meilleurs. C'est l'élite. C'est l'élite qui doit présider à la destinée collective. Mais ici, ce n'est pas le cas, malheureusement. Et la plupart, ce sont des barbares, des marginaux sociaux, parce qu'ils sont peut-être très connus, soit ils ont le pouvoir d'argent, soit ils sont au pouvoir, et ils utilisent des mécanismes, des critères subjectifs qui président à leur désignation. Ne parlons même pas d'élection, parce que l'élection exige à ce qu'il y ait réellement une volonté du souverain primaire qui sélectionne à son gré celui qui veut les représenter. Mais ici, malheureusement, celui qui est choisi n'est pas forcément celui qui sera proclamé. Oui, nous avons eu ça, on a regretté, mais cette fois-ci, la CENI a dit on va proclamer réellement les élus. On lui fait confiance, on lui donne la chance. Non, si tout dépendait des discours et des paroles, ce pays serait un paradis. Avant Kadima, tous ceux qui l'ont précédé, ils ont tenu le même discours. Donc, je ne vois pas, parce qu'on avait même des hommes de dire qui étaient à la tête de la centrale électorale, qui nous ont tenu les mêmes discours, mais au finish, ils ont proclamé toujours, parce que comment ils viennent à ces postes-là. Et ils viennent souvent par effraction. Et ce ne sont pas des critères objectifs. Et ils sont commandés, ils sont sous les bottes des politiques. Et c'est celui qui l'a placé, c'est celui-là qui va obéir. Donc il peut beau dire pour se crédibiliser auprès de l'opinion, mais en réalité, tout le monde sait, c'est un secret de polichinelle. Il va proclamer celui qui l'a placé là-bas. Encore qu'il y a un président africain qui avait dit que non, on ne prépare pas les élections pour les perdre. Mais on a vu quand même au Libéria. Un ancien président perdre. Donc, et même, je parie aussi, et cette fois-ci, ce sera un peu différent. Ce ne sera pas de la volonté de la centrale électorale, mais il y a des organisations citoyennes, la CENI et l'Église catholique et l'Église protestante qui vont faire la tabulation parallèle, qui, avec une surveillance et monitoring électoral, permettra à ce qu'on puisse minimiser les taux de fraude et au besoin, le peuple congolais suffisamment déterminé à en découdre avec tout celui qui va voler sa victoire. Donc, au moins cette fois-ci, la spécialité, parce que le peuple congolais est vraiment éveillé, ils vont dire que non, on vote et on reste. C'est ça le principe. En fait, on vote et on reste jusqu'à l'affichage des résultats. Et cela pourra un tout petit peu réduire les taux de fraude. Et je crois, même à la présidentielle, cette fois-ci, on tient à ce que celui qui sera élu, vous vous rappelez, en 2018, tout le monde sait que c'est un secret, je ne fais pas de la propagande ici. Non, mais tout le monde sait, c'est Martin Fayulu qui a été élu, mais ce n'est pas lui qui a été proclamé, malheureusement. Et cette fois-ci, je crois, le peuple a dit que non, s'ils ont laissé, si tel que je vois, quand j'observe la campagne électorale, vous avez l'impression vraiment comme si on assistait à la victoire avant la lettre. C'est comme si monsieur... Non, on va y arriver. Ça suffit. Le problème, au lieu de laisser l'église catholique et l'église protestante, donc il faut plutôt que les lecteurs comprennent que sa voix ne peut pas être volée, que ça devienne vraiment un problème de l'engagement citoyen, de l'éveil citoyen. En tout cas, à ce qui me concerne, j'ai appelé tous les membres de la FOMENI, les membres de ma fondation, les principes, et je les lance pas seulement pour les membres de la fondation, à tous les peuples congolais. Les principes, je vote et je reste. C'est-à-dire quoi? Après avoir voté, on doit quitter les lieux qu'après avoir vu les résultats affichés, et chacun pourra prendre la photo, peut capturer ça. Parce que souvent, c'est quand on laisse, ils ont la possibilité de changer les bulletins de vote et ils font le bourrage des îles. Donc cette fois-ci, tout le monde vote et reste. Oui, parce qu'on sait maintenant avec la machine à voter, on peut maintenant tirer plusieurs copies des résultats. Alors autrefois on donnait une seule copie, cette fois on pourra en tirer autant qu'il y a de surveillants, autant qu'il y a des témoins que chacun pourra en avoir. Alors donc la veille ici, ça c'est le peuple doit veiller sur son travail parce que
être électeur, c'est un pouvoir. C'est la veille patriotique. C'est qu'on est à ce moment-là, c'est une veille patriotique, c'est un engagement citoyen où le peuple veut se prendre en charge. Le peuple n'en veut plus de tous ces troubadours qui, pour la plupart, n'ont jamais été élus, mais qui se retrouvent dans les institutions. Cette fois-ci, le peuple est déterminé à vraiment avoir la vérité des urnes, à avoir les reflets du suffrage réellement exprimés dans les urnes, et c'est ceux-là qui seront proclamés et qui deviendront président de la République, députés ou sénateurs, et même les conseillers municipaux. Nous voulons réellement qu'on essaie un peu de couper et minimiser, mettre fin à cette crise de légitimité qui date de 60 à ce jour. Cette fois-ci, nous voulons qu'on réduise les crises de légitimité de manière à ce que nous ayons des animateurs des institutions qui soient crédibles, mais qu'on mette fin aux institutions bancales, comme c'est le cas. On ne veut pas la fabrication des résultats, on veut réellement que ce soit les résultats qui soient ici réellement désirés, les résultats qui reflètent la volonté des souverains primaires. Oui, professeur Omeyonga, les élections le 20 décembre 2023, c'est d'abord et principalement les élections présidentielles. La tête de la République, qui mettre là-bas 26 candidats, est-ce qu'ils ont tous le profil de diriger les Congo? Malheureusement pas. Parce que les profils, au-delà d'autres profils, nous voulons, parce qu'aujourd'hui, la politique, c'est à la fois un art, une technique et une science. Donc, celui qui doit être présidé à la destinée de la nation doit être un homme qui soit politiquement aguerri, intellectuellement outillé et moralement intègre. Voilà les trois critères qui vaillent. C'est-à-dire qu'il faut être intellectuellement élevé. On a plus besoin d'avoir des autodidactes ou des semi-lettrés à la tête du pays. Mais on a besoin de gens qui soient suffisamment outillés, intellectuellement outillés pour comprendre les enjeux, parce que la complexité de la présidence, de la charge de l'État exige qu'on ait vraiment un maximum de valeurs intellectuelles, valeurs morales, valeurs éthiques et le savoir-faire. Donc, on ne veut pas des stagiaires, des gens qui viennent apprendre au sommet de l'État. On veut des gens rompus, expérimentés, mais pas seulement qu'ils soient expérimentés, qu'ils soient d'une bonne expérience. Parce que l'expérience peut être aussi négative. Mais nous voulons vraiment de l'expertise. Il faut des gens qui, comme je l'ai dit, nous avons besoin de technopolitiques. C'est-à-dire, un technopolitique, c'est quelqu'un qui allie l'expertise à l'éthique. Il doit avoir le savoir-faire, le savoir communiquer et le savoir-être. Voilà les types d'hommes que nous voulons à la tête du pays. Ainsi, il ne pourra pas tout le temps se fier exclusivement tout le temps aux conseillers qui parfois peuvent l'orienter mal. Il faut que les conseillers qui viennent de ses collaborateurs viennent s'ajouter sur ce que lui-même comprend, ce qu'il sait. Mais on ne veut pas des gens qui viennent apprendre. Pendant qu'il apprend, on laisse passer le temps. Nous voulons des gens qui savent faire ce qui est. Et là, ça exige un bon programme. Oui, mais les programmes là, venons-en, ils sont 26. Bon, tout le monde est censé vendre son programme. En fait, c'est ça le sens de la campagne. Est-ce que nous sommes en train d'aller, nous sommes sur une ligne droite, vous sentez que ces programmes-là sont bien vendus? Les programmes... Vous avez suivi ici et là quelques programmes. Est-ce que nous avons suivi quelques programmes, mais ce que j'ai pu remarquer dans tous les programmes, au moins tous les candidats que j'ai pu suivre, je ne sais pas si vous permettez de citer les noms, oui, au niveau des programmes, j'ai pris connaissance du programme de président Martin Fayulu, j'ai pris le programme de M. Moïse Katumbi, de Dr Mukwege, de Katumbi, mais jusqu'ici j'attends encore le programme du président sortant, M. Tshisekedi, que je n'ai pas encore, je ne sais pas comment il a décliné son programme, mais quand vous prenez en dehors de ce que vous avez dit, oui. En dehors de Mukwege qui jusqu'ici n'a pas un programme chiffré, mais je note par exemple pour Martin Fayulu, il a un programme ambitieux
de 190 milliards de dollars pour 5 ans. C'est-à-dire à raison d'un budget de 38 milliards chaque année. Et il a décliné dans les différents comment, par exemple, là pourquoi j'apprécie ce programme, parce qu'il met au cœur de ce programme d'abord l'éducation. Parce que l'éducation, il consacre presque plus de 20% de son budget à l'éducation. Parce que l'éducation aujourd'hui, plus qu'hier, c'est, si vous voulez faire développer le pays, les raccourcis pour le développement du pays passent par l'éducation. Et si vous voulez tuer le pays, il faut tuer l'éducation. Et Mandela l'a dit. On ne fait pas, si vous voulez vraiment mettre à genoux un pays, ce n'est pas par la guerre des armes. Il faut détruire ce système éducatif. Abrutir les gens, oui. C'est le cas dans notre pays. Or, je vois que lui, il consacre aussi beaucoup de moyens à l'agriculture. Parce que c'est le secteur le plus porteur. Il a consacré au moins 10% pour l'agriculture. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas comprendre dans un pays avec 80 millions de terres arables et 40 millions de terres irrigables que nous continuons à importer des riz transgéniques, des maïs transgéniques qui nous causent des maladies alors que nous avons la capacité d'avoir une agriculture biologique. Et ça, le fait de consacrer, et nous perdons chaque année au moins 1,5 milliard de dollars pour importer ces déchets alimentaires qui nous causent. Mais lui, il a vigilé. Mais il a aussi consacré des moyens dans l'entrepreneuriat. C'est pour relever le défi du chômage. Je crois avec si on a un monsieur comme ça à la tête du pays, il pourra résoudre les problèmes du chômage et rencontrer votre préoccupation. Il n'y aura plus cette inflation de candidatures parce qu'au moins chacun des Congolais aura son travail. Mais aussi les infrastructures, parce que c'est là où j'apprécie ce programme. Parce qu'il a compris que nous sommes une économie désarticulée. Parce qu'il n'y a pas une sorte d'interconnectivité provinciale et interprovinciale. Donc il a consacré aussi beaucoup de moyens, presque 9% aux infrastructures, afin que nous ayons un système de transport multimodal. Transport routier, fluvial, ferré, routier, aérien, de manière à permettre la circulation des biens et des services et des Congolais. Nous sommes un sous-continent avec 100 millions, plus de 100 millions de Congolais. Si ces Congolais peuvent sillonner tous les pays, on pourra résoudre un autre défi de l'extraversion de l'économie congolaise pour arriver à l'introversion de l'économie congolaise, et ça pourra permettre, nous allons quitter ce cercle vicieux pour aller vers le cercle vertueux d'une croissance endogène. Et voilà, je trouve lui au moins la particularité qu'il est allé en détail, alors que les autres mettent presque les vœux, d'échapper de mon intention, je vais faire ceci. Et aussi, parce que vous le savez, il consacre beaucoup. Ce débat ici, le débat de la campagne, c'est aussi une question sécuritaire dans l'est du pays. Et lui, je trouve qu'il consacre plus de 8 milliards de dollars là pour l'armée, pour la défense, et il compte former au moins 500 000 hommes de troupes. Et pour qu'il le fait parce qu'il a tenu compte, quand il a vu en Afrique, ici, subsaharienne, ou en Afrique en général, nous avons 3 armées fortes. Nous avons l'Égypte, l'Éthiopie et puis l'Angola, qui ont des armées très très fortes. Et alors, il s'est inspiré parce qu'il a tenu compte des ratios superficie par les ratios entre un militaire par rapport au kilomètre carré. Et là, il a compris que non, pour notre superficie, pour notre territoire, nous devons avoir au minimum 500 000 hommes de troupes et militaires qui seront suffisamment équipés et formés. Ainsi, on pourra définitivement résoudre la question sécuritaire de l'Est. Non, il a décliné, il a détaillé, oui. Mais au moins vous avez les grands. Alors, vous avez aussi parlé de Moïse. Quels sont les Bon, Moïse aussi, il projette 141 milliards de dollars
Mais je note qu'il ne nous a pas clairement dit. Bon, là où j'ai trouvé un peu démagogique, quand il dit que dès qu'il prend le pouvoir, dans 6 mois, il va mettre fin à la guerre. Bon, j'ai trouvé un peu... Bon, est-ce que, comme nous sommes un pays qui croit au miracle, est-ce que lui aussi, il veut jouer à ce jeu-là des prophètes ou de l'homme de Dieu, où il va, par baguette magique, il va terminer la guerre dans 6 mois? Nous attendons. Et ça, c'est comme vous le dites, c'est un discours de campagne et qui parfois ne va pas correspondre à la réalité. Le moment venu. Voilà un peu. Oui, alors, mais le président Tshisekedi, il dit que c'est la continuité des acquis, donc l'éducation, la santé, et la sécurité. Il dit il ne faut pas recommencer avec un nouveau, mais il faut consolider ce qu'on a déjà. Mais là, ça, c'est une mauvaise communication. Quel acquis? On n'a pas d'acquis jusqu'ici. Quel acquis? Bon, il fait allusion à l'éducation vers la gratuité. À la gratuité? Non, la gratuité, là, c'est un concept que je n'aime pas trop. Ce qui est gratuit ne veut rien dire. Donc, moi, j'ai toujours recommandé, je ne vais pas à l'encontre de la Constitution. Moi, j'ai toujours considéré, au lieu de parler de la gratuité de l'enseignement, il faut parler de la prise en charge de l'éducation par l'État. Parce que quand on dit gratuit, c'est pourquoi nous déplorons. C'est vrai, il y a des millions 5 millions d'enfants qui ont été récupérés. Mais avec quelle qualité d'enseignement? Parce que mieux vaut être sous-informé que d'être mal informé. Mieux vaut être n'est pas... Parce que là, c'est à quoi nous assistons à une sorte de suicide intellectuel, où nous avons déjà des demi-savants. Soit on est savant, soit on est ignorant. Mais si on est les deux à la fois, on crée des monstres. Donc il faut soutenir l'éducation, vous dites, donner les moyens à l'éducation, les moyens pour que l'éducation se prenne en charge. La gratuité participe parce que là, il se frappe, il se dit les acquis. Parce que quand il arrive, l'enseignant avait $170. Maintenant, aujourd'hui, l'enseignant a $160. Bon, lequel acquis par l'État? Parce que dans l'entretemps... Avec la d'évaluation, vous êtes économiste. C'est ça. Parce que c'est à quoi nous assistons. Quand il dit que non, j'ai trouvé l'enseignant, il avait 150 000 francs, il a 400 000. Mais il ne nous dit pas quel est le pouvoir d'achat. Quand il avait 150 000, qu'est-ce que ça représente? Ça représente $160. Oui. Quand il est venu avec 200 000, ça représente $60. Maintenant, avec 400 000, ça représente moins que ce qu'il gagne. C'est à quoi nous assistons là, et ce qu'on appelle l'illusion monétaire. C'est-à-dire... La valeur nominale a augmenté, mais la valeur réelle a diminué. Donc, ça, s'il faut parler de ça comme acquis, aucun enseignant pourra lui accepter de les reconduire parce qu'il est venu baisser encore le pouvoir d'achat. Bon, nous, les fonctionnaires, quel acquis? On veut aussi la fonction publique, c'est le même cas. C'est-à-dire le pouvoir d'achat a baissé. Donc les acquis, bon, la guerre est toujours là. Est-ce qu'il veut qu'on pérennise la guerre? Bon, de quel acquis? Bon, la diplomatie, il y a un déficit diplomatique criant. Bon, est-ce qu'on va reconduire ce déficit? La presse, vous de la RTNC, je ne sais pas si les conditions de vie et de travail se sont améliorées les 5 dernières années. Auquel cas, je ne pense pas qu'il mérite d'être reconduit. Il ne faut pas parler des acquis pour le moment parce que les acquis auxquels il fait allusion ne sont pas véritablement des acquis, mais ce sont des promesses. En fait, maintenant, il est encore plus dans les promesses comme s'il était un nouveau candidat. C'est ça, encore je dis, de la mauvaise communication. Il est très mal entouré. Il devait avoir des bons conseillers en communication. Il devrait même recourir aux spécialistes de la RTNC pour lui donner une bonne communication. Parce que là, ce qu'il dit là-bas, mais c'est comme s'il venait vous demander de lui donner le mandat alors que quelqu'un qui veut solliciter les suffrages et qu'il est au pouvoir, il y a deux choses. Il y a les bilans et l'élan. Donc il doit nous montrer d'où nous venons, voilà où nous en sommes et voilà ce qu'on fait. Parce que lui ne veut pas, comme Fayoulou et autres, commencer à dire ce qu'il va faire. Non, vous avez fait 5 ans. Vous avez fait quoi? Et si c'est bas de ce que vous avez fait, ça c'est le bilan. Est-ce qu'il y a moyen de vous accorder, de vous reconduire? Mais si déjà ce que vous avez fait, c'est du gâchis,
Je ne vais pas encore énerver les Congolais en rappelant toute la prédation à grande échelle, les rames. Donc c'est ce qu'on lui rappelle partout aussi. Oui, tout ce que nous assistons là. On a vu les projets 100 jours, Tilé Gelou, tous ces projets étaient des véritables gâchis financiers. Gâchis et prédation à grande échelle, dont lui-même est à la tête parce qu'il est comptable de ces maintenant, c'est lui qui il ne peut pas se dédouaner que non, ses collaborateurs, non, parce que c'est lui-même qui placer ses collaborateurs. Là. Oui, alors professeur Omeyonga, par rapport à ces programmes, les uns sont chiffrés, les autres ne sont pas chiffrés. En fait, plus de 100 milliards pour 5 ans, est-ce qu'on peut les avoir? Alors que jusque-là, le gouvernement se débat avec 10 milliards. Autrefois, vous avez dit, maintenant, le ministre des Finances, nous sommes déjà à 12 milliards pour cette année, pour un budget qui était prévu pour 16 milliards. Est-ce que 100 milliards, 150 milliards, on peut réellement les avoir en tant qu'économiste, en tant que financier? Non, pour 5 ans, on peut même aller au-delà. Parce que les 100 milliards auxquels vous faites allusion, du moins pour les... M. Fayoulou, il parle de ça. Oui, au-delà des milliards. Oui. C'est faisable dans 5 ans. 38 milliards, parce que déjà, prenons le budget qui est voté ici, on nous dit que nous sommes à 16 milliards. 16 milliards. Bon, déjà, partons de cette base-là. Alors que nous savons aussi, mon collègue Luzolo Bambi a toujours dit, et cette réalité n'a pas changé, il y a des recettes de 15 milliards. 15 milliards. Donc, si on améliore la gouvernance, nous avons la possibilité de récupérer même 5 ou 6 milliards. Ça, c'est ce que M. Fayou dit. Maintenant, quand il y a une bonne gouvernance, il y a un climat des affaires. Donc, ça implique de nouveaux investissements. Et ces nouveaux investissements vont créer de nouvelles richesses. Il y a aussi un élément qu'on n'exploite pas souvent, la titrisation de nos carrés miniers. On ne peut pas... quand on a des carrés miniers et continuer à avoir des budgets chétifs de 16 milliards, c'est ridicule. Et même dans ces 16 milliards-là, 10 milliards à ressources propres, 16 milliards on attend de l'extérieur. La coopération, parce que quand il y a... parce que c'est à quoi nous assistons ces derniers temps, c'est le déficit de leadership. Quand il n'y a pas un bon leadership, même les partenaires extérieurs ne viennent pas. Maintenant, quand quelqu'un comme M. Fayoulou vient imprimer un leadership nouveau, un leadership responsable, ça va attirer la coopération internationale et ça va participer. Donc, on peut même recourir à l'emprunt pour compléter. Donc il faut crédibiliser les pays. Si on crédibilise les pays, ça va générer beaucoup de recettes et puis les 38 milliards là, c'est le plancher. Donc on peut aller même au-delà des 38 Donc c'est possible de dépasser le niveau actuel des budgets avec un management. Parce que nous avons, et aujourd'hui vous avez suivi, on a ouvert la COP 28. Qu'est-ce qu'on nous dit? J'ai lu dans les médias en ligne, 7 qui indique que la Banque mondiale dit que la RDC actuellement, par rapport au crédit carbone, il dispose d'un potentiel qui se situerait entre 223 milliards à 398 milliards de dollars. Donc, si on améliore, regardez ce dont nous disposons pour stocker le carbone. Nous avons la possibilité d'obtenir au moins 400 milliards de dollars. Donc, s'il y a une bonne gouvernance, s'il y a une bonne diplomatie, tenez, le Brésil, qui était, quand nous accédons à l'indépendance, c'était un pays très pauvre. Mais à cause de l'Amazonie, de ces forêts, aujourd'hui, le Brésil est parmi les pays émergents qui comptent. Donc, nous aussi, nous sommes le deuxième poumon écologique. Avec ce potentiel, nous avons les tourbières qui absorbent le carbone. Donc, avec la transition énergétique, avec la régulation de l'écosystème. Donc, l'environnement, aujourd'hui, devient un secteur générateur de beaucoup de revenus, de beaucoup de moyens importants. Mais ce qui manque, ce sont des hommes. Les hommes qui sont là sont des hommes défaillants. Mais si nous avons des nouveaux hommes qui sont suffisamment outillés, peuvent, à défaut d'avoir les 400 milliards, on peut avoir même la moitié
ou le tiers de ce qui est prévu. Et vous voyez que non, on peut ajouter à ce que nous avons dit. Milliards là devient quelque chose de très simpliste. Et du reste, pour le candidat numéro 21, Martin Fayulu, ça c'est le plancher. Oui. On peut aller au-delà. Oui, professeur Omeyonga, économiste, donc le Congo a encore beaucoup de possibilités pour que son budget augmente et que son peuple vive heureux. Alors, nous disons ceci, engouement de population à cause de la pauvreté. Alors, est-ce qu'on peut proposer des réformes, comme j'ai suivi certains, revenir, comme vous avez dit, la politique dès le départ est un bénévolat. Est-ce qu'on peut rentrer au système ancien où les députés recevaient un jeton de présence? Ainsi, les gens seront plus nombreux, ils vont revenir à un jeton de présence plutôt qu'un salaire mensuel. Non, je vais citer un pays, mais qui n'est pas un modèle pour la démocratie. Par exemple, la Chine, les députés chinois n'ont pas d'émolument. C'est-à-dire, en réalité, c'est quoi? Quand on fait de la politique, c'est comme le prof Omeyonga. Quand je fais de la politique, je suis d'abord et surtout professeur. Je gagne ma vie comme enseignant. Maintenant, je viens en politique pour faire triompher un idéal. Donc, je ne viens pas chercher l'argent. Je ne suis pas chômeur. Donc, et même, j'ai vu, parce que je les lis, excusez-moi, parce que c'est le programme que j'ai lu, le programme de Martin Fayulu, qui prévoit un volet de réformes et que pour lui, il considère, parce que vous savez, c'est lui le premier à dénoncer les 21 000. Donc ça signifie qu'il faut faire la réforme. L'abattement, un député, s'il a même $3 000, il peut vivre décemment. Oui, ça signifie $3 000 dans un pays où les paniers des managers, où les fonctionnaires à $100. Moins de $100. Mais si on donne à un député $3 000, il peut vivre décemment. Donc ainsi, il n'y aura plus un c'est que les $21 000, c'est une forme de corruption déguisée. Pourquoi? Parce que la plupart de ces députés-là ne sont pas de l'obédience de celui qui gouverne, mais pour les avoir avec lui, il est simple de les corrompre avec $21 000. Ce n'est pas normal. Quand vous regardez les députés français, il a $6 000. Mais pourquoi nous, un pays pauvre, on a des députés qui sont payés plus cher. $21 000. Alors, professeur, cette contradiction, ce paradoxe, cela doit être cessé. Je crois que c'est pourquoi, s'il y a un programme à soutenir, je pense que ce programme-là mérite d'être soutenu par tous les Congolais, parce qu'au moins ce programme-là va apporter l'équité sociale, la justice sociale, de manière à ramener la tension salariale ou ce qui touche le secrétaire général. Que les politiciens et les fonctionnaires n'aient pas beaucoup d'écart dans les salaires. Donc ça, vous avez dit, c'est possible, donc c'est une réforme courageuse qu'il faut entreprendre pour que les députés ne doivent pas se considérer comme les faiseurs de rois, parce qu'il faut maintenant, nous allons aux élections pour que l'on vote les meilleurs d'entre nous, qui vont nous représenter, mais pas pour se faire acheter. Alors, autre chose que je voulais vous demander, professeur Omeyonga, vous avez dit la réforme est possible. Alors, nous avons ces 26 candidats ou 23, mais nous nous engageons à ces élections pour que les résultats soient acceptés, pour que le Congo ne tombe pas dans la guerre à cause d'un tel ou tel autre. Donc, celui qui sera élu, qu'on l'accepte pour que nous puissions quand même avancer. Non, celui qui doit être élu doit être celui qui incarne la cohésion nationale. Et je vois encore une fois, il y a un candidat numéro 21 qui parle de la cohésion de l'unité nationale. Parce que sans cohésion, sans unité, aucun développement ne peut être engagé. Avec l'insécurité généralisée qui a quitté même, on dit souvent dans l'est du pays, mais aujourd'hui même dans l'ouest. Maintenant, l'insécurité généralisée, je crois, il faut que celui qui a de l'autorité, qui est capable de mettre fin à l'insécurité généralisée, mérite d'être soutenu pour que nous ayons quelqu'un, il faut que ce leadership. Je ne cherche pas à ressusciter encore la dictature, mais du temps de Mobutu, il faut reconnaître, au moins, en dehors de sa dictature, mais c'est quelqu'un qui incarnait l'unité nationale, qui pouvait dissuader tous les 9 pays voisins. Mais aujourd'hui, nous sommes devenus des dons de la farce. Même les petits pays peuvent entrer comme ils veulent. Nous sommes devenus un non-État où la porosité de nos frontières devienne quelque chose où chacun peut se réveiller le matin et entrer allègrement sans qu'il soit inquiété. Oui, professeur Omeyonga, nous votons le 20 décembre 2023. C'est
d'abord le programme, mais vous avez dit c'est aussi une relation d'individu. C'est aussi une confiance de la personne. Les problèmes, j'ai toujours dit ceci. Il y a 3 éléments importants pour mériter la confiance de la population. Il y a l'ancrage sociologique. Vous devez être connu. Il faut que les Congolais vous connaissent, vous portent. L'ancrage géographique. Vous devez être, parce que partout. L'élection là, c'est l'électorat, c'est le territoire national. Ce n'est pas une élection de conseillers municipaux ou de députés provinciaux. Non, où la circonscription est assez réduite. Et dernier élément, le plus important, c'est l'équation personnelle. C'est cette relation qui a les candidats, les présidentiables et les peuples. Et ça, c'est très important. Vous voyez aujourd'hui dans notre pays, quelqu'un qui s'est dit candidat, mais 2 jours après, il dit non, il se rallie. Or, la décision de devenir candidat doit être mûrement réfléchie. Avant que le challenge ne commence, il y a des gens qui disent non, nous jetons l'éponge, nous rallions à tel ou tel candidat. Et tout ça, quand on creuse un tout petit peu, on voit qu'il y a une sorte de corruption qui ne dit pas son nom. Donc en fait, c'est ce problème, parce que vous avez dit qu'il faut avoir une sorte d'ancrage géographique, parce qu'il faut être président à Idiofa, à Boulungu, à Tchekapa, vous devez l'être à Maniema, à Kindu, à Sakania. Donc en fait, les gens sont dans le monde, je ne suis pas capable, alors je me rallie. Ancrage sociologique, tu dois vraiment, quand partout vous partez, qu'on connaisse que non tel. Pas quelqu'un qui se réveille un matin, qui dit oh Dieu m'a dit ou ceci, tu te présentes. Non. Le mal, il faut avoir le sens de la mesure. Il y a des gens parmi les 26 là qui sont incapables de se faire élire conseiller municipal, mais il ambitionne d'être président de la République. Ça, c'est si réaliste. Ce sont des aventures, en fait, entre guillemets, des aventures. Oui, donc. Ce sont des aventuriers. Parce que si déjà tu n'as pas de l'ancrage, même là où tu habites, ou parfois on peut venir sur ton avenir, les gens ignorent que vous faites de la politique. Mais vous prétendez être, gérer toute la République. 120 millions de Congolais. Et je crois ça, heureusement que les rikis ne tuent pas. Ça, on le remarque seulement en Afrique et particulièrement au Congo. On ne peut pas devenir candidat président parce que c'est un poste qui est à pouvoir et qui est ouvert à tout le monde. Non, quand on dit que c'est à tout le monde, mais il faut soi-même s'auto-évaluer. C'est dire être à mesure. Faire une sorte d'analyse. Quels sont vos atouts? Quelles sont vos limites? Quelle est l'opportunité qui s'offre? Et quelles sont les menaces? C'est après avoir fait cette analyse-là qu'on peut se dire que non. Parce que la plupart là, incapables d'être conseiller municipal, mais tu veux être président de la République. Incapable d'être député provincial, président de la République. Je crois il faut qu'on arrête. Je n'en veux à personne, mais il faut qu'on se regarde. Il y a parmi ces candidats-là qui n'ont pas l'ancrage que moi j'ai. Mais moi là, Prof Omeonga, je ne peux pas, au stade où j'en suis, dire que non, je deviens candidat président de la République. Ne deviens pas candidat qui veut. Non, je crois qu'il faut. Donc le 20 décembre, nous allons être vigilants parce qu'on doit tenir compte de tout ça. Parce que finalement, c'est notre pays que nous. Tout ça, c'est pour notre pays que nous le faisons. En fait, on doit être conscient que le Congo, là, n'est pas à vendre. Le Congo n'est pas à couper en 1000 morceaux. Le Congo, ce n'est pas un jeu de CRR, professeur Omeonga. C'est ça. C'est ça, malheureusement. Le problème, c'est chance et l'okopamba. C'est-à-dire, ailleurs, on doit soi-même faire de l'auto-évaluation, de l'introspection. Avant de subir la sanction des autres, soi-même, on s'examine, on se regarde, on mesure sa taille. Et puis, on se dit, je peux me jeter. Alors, mais si déjà, même au sein de ta famille, tu es incapable de requérir l'unanimité ou la majorité des voix, mais vous vous présentez pour être candidat président de la République, c'est-à-dire vous jetez devant un électorat de 48 millions d'électeurs, moi 44 millions. 44 000. Je pense que c'est hasardé. 44 millions, c'est très hasardé. Et ce genre d'aventure il faut que ça s'arrête à un moment, parce que ça doit être sérieux. Parce que là, on est en train de banaliser la présidence de la République
et on vide de tous les mythes. Parce qu'un président de la République, c'est un mythe. C'est tout un mythe. Mais si n'importe qui, même les tireurs de vin de palme peuvent devenir des candidats président de la République, moi je me dis qu'on est où là, comme disent les Ivoiriens. Alors, on va finir, professeur Omeyonga, la responsabilité du Congolais, de l'électeur. Nous sommes le 20 décembre 2023. La responsabilité de l'électeur, il faut qu'il y ait un vote sanction, d'une part, mais aussi un vote de responsabilité. Il faut savoir un vote utile, je voulais dire. Il faut voir, tu votes qui et pourquoi. Et qu'est-ce que tu attends de ce monsieur? Qu'est-ce qu'il a fait par le passé? Et qu'est-ce qu'il fait présentement? Et qu'est-ce qu'il compte faire? Et arrêtons l'instinct grégaire qui nous habite, où nous votons tribu, nous votons ethnie, nous votons famille. Il faut à un moment qu'on essaie de s'élever et considérer que ça doit être quelqu'un qui est capable d'apporter la solution aux défis sociétaux auxquels nous sommes confrontés. Et non parce qu'on se connaît avec les directeurs, je les vote. On se connaît avec ceci, parce qu'il porte le nom qui a une consonance avec les miens, je les vote. Parce qu'il est de ma tribu, non. Je crois qu'il faut voter les gens qui ont marqué, qui ont montré leurs preuves, par leur combat, par leur constance, par leur expérience professionnelle dans le domaine privé ou public, et par leur capacité intellectuelle à comprendre les choses, et par leur aussi valeur, l'intégrité, parce qu'on n'en dit pas souvent. Or, la politique, c'est d'abord l'intégrité. Il faut qu'avec la déchéance morale à laquelle nous assistons, nous voulons des nouveaux hommes qui ont vraiment qui incarnent les valeurs morales, les valeurs chrétiennes, parce que je suis chrétien. C'est cela à qui nous pouvons donner la charge ou la responsabilité. Donc, il appartient au peuple congolais, au peuple congolais, d'être, qui est du reste, il n'est pas si naïf que ça, qui est suffisamment averti, de faire un choix utile, de sanctionner tous les politiques indélicats et opérer un choix juste pour placer à la tête du pays des technopolitiques, des gens qui ont de la vertu, mais qui ont aussi de l'expertise. Voilà ce que je peux dire, mais pour terminer... Un instant, alors, on va dire ceci, professeur, finalement, que le meilleur l'emporte. Que le meilleur l'emporte, mais que les jeux soient clairs et transparents. Nous n'en voulons plus de l'hold-up électoral que nous avons eu en 2018, en 2012 et en 2011 et en 2006. Nous voulons cette fois-ci que le meilleur, que celui qui sera proclamé soit celui qui a été réellement élu. Et en amont, le peuple doit, le seul slogan que j'envoie au peuple, je vote, je reste. Donc il faut un engagement citoyen, il faut un éveil patriotique pour préserver les votes. Les votes, c'est un pouvoir. Parce que le 20 décembre, on va assister au transfert du pouvoir qui détient le peuple souverain. Il va donner à qui il veut. Et ce transfert-là doit se faire de manière transparente et par des méthodes objectives, claires, crédibles et transparentes. Et pour terminer, j'ai dit, le prof Omeyonga, comme toujours, n'est pas un homme seul. J'ai au moins 20 conseillers, et parmi lesquels j'ai le conseiller stratégique Bernard Mouaï, j'ai les conseillers, les porte-parole du président Didier Mazo, les conseillers politiques Prudent Tchomba, les chargés de mission Marcel Olangui, les conseillers spirituels, le pasteur Crispin Bouy, les conseillers de la jeunesse consciencieuse, j'ai les conseillers, les gardes du corps d'abord, les gardes rapprochés du président Ridi, et ils sont nombreux, ils sont une vingtaine. Voilà, ce sont des gens qui sont à côté, autour des professeurs, et qui me permettent chaque fois d'être aussi pertinent et perspicace pour des questions qui engagent le devenir des Congolais, mais aussi l'avenir de la jeunesse et du pays. Merci beaucoup, professeur Omeyonga. Vous êtes un analyste, vous êtes un économiste, vous êtes aussi un politicien, vous êtes aussi un économiste et vous êtes président de la fondation Fominique, fondation
Nico Omeyonga. Merci beaucoup de nous avoir accordé ce temps et d'avoir appelé les Congolais à l'éveil pour être conséquents le 20 décembre 2023. C'est moi qui vous remercie pour la tribune que vous m'offrez pour m'adresser à mon peuple. Et en tout cas, merci beaucoup. Merci.